Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission sur la web TV Arcana les mystères du monde. Alors, aujourd'hui nous allons parler du martinisme. Mais de quoi s'agit-il exactement? Eh bien, il s'agit de l'une des grandes traditions ésotériques du monde occidental, à l'instar de la franc-maçonnerie et de la Rose-Croix. Les origines du martinisme commencent avec deux personnages insolites, Martinez de Pasquali et Louis-Claude de Saint-Martin, deux personnages du monde ésotérique du XVIIIe siècle. Mais pour vous parler de tout cela, je vais recevoir aujourd'hui en interview Monsieur Philippe Deschamps, lui-même membre de l'ordre martiniste traditionnel et conférencier, qui va vous expliquer tout cela. Alors, n'attendons pas plus, si vous êtes passionné d'ésotérisme, vous êtes au bon endroit. Installez-vous bien et bonne interview. Bonjour Monsieur Philippe Deschamps, comment allez-vous? Bonjour, écoutez, je vais très bien, content d'être là, parmi vous. Eh ben, c'est un plaisir de vous recevoir. Alors pour la petite anecdote, donc il se trouve que j'ai reçu il y a quelques mois de cela, monsieur Serge Toussaint, qui est le grand maître de l'ordre ancien mystique de la Rose-Croix, et je lui avais parlé de mon désir de faire une interview équivalente sur l'ordre martiniste traditionnel. Et c'est ainsi qu'il m'a mis en relation avec vous pour pouvoir faire cette interview. Alors, ben, je vous remercie d'avoir accepté et de venir nous parler de la tradition martiniste aujourd'hui. C'est un plaisir, c'est un plaisir. Alors, du coup, entrons directement dans le vif de notre sujet. Tout d'abord, qui êtes-vous et comment en êtes-vous arrivé à vous intéresser au martinisme? Alors, bon, mon nom c'est Philippe Deschamps. Alors, comment j'en suis venu à m'intéresser au martinisme? Tout simplement par le biais de l'ancien et mystique Ordre de la Rose-Croix. Il se trouve que je suis devenu rosicrucien assez jeune et on aura certainement l'occasion d'y revenir, dans la mesure où l'ordre martiniste traditionnel est lié sur le plan historique, en tous les cas depuis la Deuxième Guerre mondiale, est très proche de l'ancien mystique Ordre de la Rose-Croix. C'est un ordre frère, on peut dire. Eh bien, donc je suis devenu martiniste il y a maintenant près de 50 ans, très exactement en février 1977. Et donc, j'ai commencé ma quête au sein du martinisme à partir de cette époque, tout en continuant, bien sûr, ma démarche au niveau de l'ancien mystique Ordre de la Rose-Croix. Donc les deux voies, du moins en ce qui me concerne, sont extrêmement liées, comme elles le sont d'ailleurs pour beaucoup de rosicruciens actuellement dans le monde. D'accord. Alors ça, c'est vrai que c'est intéressant puisque, donc l'ordre de la Rose-Croix et l'ordre martiniste fonctionnent en synergie, si l'on peut dire. Ça montre aussi les ponts entre les différentes traditions ésotériques et leur fonctionnement. Mais si, le rosicrucianisme est assez bien connu, entre parenthèses, si la franc-maçonnerie est assez bien connue, il n'en va pas de même pour le martinisme et pourtant, c'est quand même l'une des grandes traditions ésotériques de l'Occident. Alors du coup, est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement qu'est-ce que c'est en fait le martinisme dans sa globalité? Alors, vous avez raison de souligner le fait que c'est une des très grandes traditions ésotériques de l'Occident et on pourrait la mettre en parallèle tout à fait avec à la fois le rosicrucianisme et la franc-maçonnerie qui sont un peu mieux connus. Le martinisme, en fait, sur le plan historique, j'entends, remonte au milieu du XVIIIe siècle. Alors, à l'époque, on ne parlait pas encore de martinistes dans le plein sens du terme, mais disons, on pouvait parler de martinésiste dans le sens où le martinisme se rattache essentiellement au courant de l'ordre des chevaliers Élucoènes qu'avait créé Martinez de Pasquali au XVIIIe siècle, et ensuite à un de ses grands disciples, Louis-Claude de Saint-Martin. D'ailleurs, martinisme vient à une origine par rapport au nom de Martinez à la fois et de Saint-Martin. Donc en fait, au milieu du XVIIIe, Martinez de Pasquali, qui est un mystique, on ne sait pas trop son origine, mais enfin disons c'est un mystique qui va créer un groupe qui est connu sous le nom d'Ordre des Chevaliers Élucoènes de l'univers, plus connu sous le nom d'Ordre des Élucoènes. Et cet ordre des Élucoènes, donc, va perdurer quelque temps au milieu du XVIIIe. Et à la mort de Martinez de Pasquali, donc en 1774 exactement, Martinez de Pasquali, disons, a deux disciples essentiels.
l'un qui s'appelle Jean-Baptiste Villermoz, et l'autre Louis-Claude de Saint-Martin. Alors, il faut savoir qu'à l'époque, donc, Jean-Baptiste Villermoz, qui est très actif dans la franc-maçonnerie, je pense qu'il est très connu dans la franc-maçonnerie, bien sûr, Jean-Baptiste Villermoz. Disons que Jean-Baptiste Villermoz, lui, va plutôt intégrer l'enseignement de Martinez de Pasquali, donc il a reçu à travers les élus Cohen, dans la franc-maçonnerie. Et en particulier, créer un rite qui existe toujours aujourd'hui, le rite écossais rectifié. Mais quant à Louis-Claude de Saint-Martin, l'autre grand disciple de Martinez, Louis-Claude de Saint-Martin, lui, va plutôt privilégier une voie, je dirais, interne, c'est-à-dire une voie qui privilégie plutôt la méditation, la prière, le sens, ce qu'appelle Saint-Martin, le sens de l'interne. Et à partir de là, donc, Saint-Martin va avoir une influence mystique très importante par rapport à certains disciples. Alors, ce que je tiens à préciser tout de suite, c'est que Saint-Martin, Louis-Claude de Saint-Martin, donc, qui est connu aussi sous le nom de philosophe inconnu, ne va pas créer d'ordre initiatique au sens du terme, au sens où on l'entend aujourd'hui, au XXIe siècle. Maintenant, il a certains disciples, et tout au long du XIXe siècle, puisque Saint-Martin décède en fait en 1803, au début du XIXe, tout au long du XIXe siècle, disons que des disciples continuent à œuvrer pour transmettre la pensée de Louis-Claude de Saint-Martin. Et le hasard, si je puis dire, ou le destin, ou la providence, fait que à la fin du XIXe siècle, en 1888 exactement, eh bien, deux jeunes étudiants en médecine, l'un Gérard Ancos, plus connu sous le nom de Papus, et l'autre Augustin Chaboseau, se rencontrent, et au cours de leur discussion, ils prennent conscience tous les deux qu'ils sont issus d'une filiation martiniste, tous les deux, qui remonte jusqu'à Louis-Claude de Saint-Martin, voire à Martinez de Pasquali. Et donc, ils sont tout jeunes, ils ont à peine 20 ans, et donc ils décident à ce moment-là, tous les deux, de créer un ordre structuré, organisé, qui va prendre le nom d'ordre martiniste. Alors, ce qu'il faut tout de suite bien préciser, pour que ce soit clair pour tout le monde, donc la première fois qu'une organisation prend le nom d'ordre martiniste, c'est donc à la fin du XIXe siècle, sous l'instigation de Papus et Augustin Chaboseau, et non pas au XVIIIe siècle, comme beaucoup le croient encore aujourd'hui. Voilà, donc Papus et Chaboseau vont organiser cet ordre martiniste. Un premier conseil suprême va être constitué en 1891 exactement. Des réunions vont commencer bien sûr à avoir lieu au sein de loges, de groupes martinistes. Et Papus, qui est très 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 actif, qui a beaucoup d'énergie, et bien Papus va être élu le premier grand maître de cet ordre martiniste. Donc, en réalité, toute l'ordre martiniste traditionnel en particulier, comme d'autres branches martinistes, remonte tout et par le biais de Papus et Augustin Chaboseau, donc fin 19e. Alors, Alors, on pourra être un peu plus précis sur le plan historique après, si vous voulez. on va y revenir, oui, bien sûr. Mais là, il y aurait une première question qui m'interpelle. Donc, Papus, figure le Balzac de l'occultisme, comme Ça. certains l'appellent, a gravité dans de nombreux courants. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au moment de la fondation de l'ordre martiniste par Papus, lui-même était très actif dans un autre ordre qui s'appelait l'ordre kabbalistique de la Rose-Croix, de Stanislas de Guaita. Oui. Et donc, on retrouve déjà cette association un petit peu entre martinisme et rosicrucianisme à cette époque. Oui, tout à fait. Sachant que quand même, l'ordre kabbalistique de la Rose-Croix avait, de Stanislas de Guaita, sans entrer dans le détail, avait quand même une démarche tout à fait différente de celle qu'a l'ancien mystique ordre de la Rose-Croix aujourd'hui. Et d'ailleurs, à un moment donné, l'ordre kabbalistique de la Rose-Croix de Stanislas de Guaita deviendra, disons, une sorte d'ordre interne à l'ordre martiniste de Papus. Voilà. Mais c'est vrai que Papus a été très lié à de très grands noms de l'occultisme à l'époque, dont bien sûr Guaita fait partie, mais il y en a d'autres, Péladan, Chamuel, voilà, etc.
D'accord, merci pour les précisions. Alors, du coup, au-delà de ce 1er aspect historique, concrètement, le martinisme, comment pourrait-on le définir sur le plan est-ce que c'est une philosophie? Est-ce que c'est une religion? Est-ce que c'est un ordre initiatique, mystique? Est-ce qu'il peut se définir comme étant un cheminement ésotérique? Alors, c'est un mouvement initiatique et traditionnel qui, je le précise tout de suite, c'est très important, est ni religieux et apolitique. C'est-à-dire que au sein de ce qu'on appelle aujourd'hui les heptades martinistes et les ateliers martinistes, nos membres n'ont pas de discussion d'ordre religieuse ou politique parce qu'on sait que ce sont des éléments qui divisent toujours les membres. Maintenant, en dehors de ça, eh bien, nos membres peuvent pratiquer la religion de leur choix ou n'en pratiquer aucune d'ailleurs, ce qui est mon cas par exemple, et bien sûr ont leurs idées politiques et votent dans les pays où ils sont. Donc, par exemple, on voit dans notre mouvement, dans l'ordre martiniste traditionnel, ben, vous avez des musulmans, des chrétiens pratiquants, des bouddhistes, des agnostiques. Ça pose pas de problème. Alors, c'est un mouvement initiatique et traditionnel dans le sens où il y a deux aspects fondamentaux, comme dans tout ordre ou mouvement ésotérique, deux aspects absolument euh, incontournables. Alors, d'une part, il y a ce qu'on appelle la tradition orale, c'est-à-dire celle qui se manifeste à travers les initiations martinistes et les rituels martinistes, que l'on retrouve bien sûr dans les heptades et les ateliers. Et d'autre part, il y a un enseignement qui est transmis à nos membres. Et cet enseignement a deux volets, un aspect théorique et un aspect pratique. Voilà. Donc en réalité, quand vous devenez martiniste, eh bien, vous pouvez recevoir donc l'initiation au premier degré, ce qu'on appelle le degré associé, on pourra détailler tout à l'heure si vous voulez, au sein d'une heptade ou d'un atelier. Et à partir de là, vous pouvez commencer votre progression à travers les différents degrés de l'ordre martiniste traditionnel et donc étudier les différents sujets qui touchent bien sûr à de grands sujets traditionnels et qui touchent non seulement à la spiritualité, mais à l'ésotérisme, au mysticisme et à la tradition ésotérique en général. Voilà. D'accord, oui, je vois. Donc on est vraiment sur quelque chose qui n'est pas politique, pas religieux en tant que tel, mais on est sur un ordre spirituel, initiatique Tout à fait. et évidemment philosophique, qui va Oui, bien s'accompagner, sûr, bien sûr, évidemment, oui, bien c'est sûr. logique. Alors du coup, reprenons un petit peu notre périple historique. Donc on a commencé avec, Martinez de Pasquali, Louis-Claude de Saint-Martin plus spécifiquement. Mais du coup, vous avez parlé de 2 disciples de Martinez de Pasquali. Donc d'un côté, Jean-Baptiste Villermoz, le fondateur du rite écossais rectifié, et de l'autre côté, Louis-Claude de Saint-Martin. Est-ce que ces 2 filiations, si l'on peut dire, partagent encore des liens? Est-ce que la plupart des martinistes vont aussi pratiquer la maçonnerie du rite écossais rectifié et inversement? Non, alors en ce qui concerne, on va parler, en ce qui concerne l'ordre martiniste traditionnel. Et ça concerne de toute façon, je sais qu'il existe d'autres branches martinistes, mais de toute façon, il y a comment dirais-je, toutes les branches martinistes passent par Papus et Chabozeau. Alors en ce qui concerne l'ordre martiniste traditionnel, pour être précis, c'est-à-dire que, comme je l'ai dit tout à l'heure, en 1891 est formé le premier conseil suprême de l'ordre martiniste avec Papus qui est élu grand maître. Donc Papus, bon, le martinisme va se développer très rapidement. De très nombreux groupes vont être créés, que ce soit en France, en Europe, même en Amérique, etc. Donc plusieurs centaines de membres à travers le monde. Et malheureusement, la Première Guerre mondiale va mettre un frein d'arrêt au martinisme et Papus va décéder en 1916. Bien, donc là, effectivement, le martinisme est en sommeil et à la fin de la Première Guerre mondiale, plusieurs martinistes essayent de rénover le martinisme, de redémarrer les activités un peu partout. Certains revendiquent la succession de Papus. Bon, c'est le côté humain, comme dans toute organisation. Et en 1931, très exactement, en juillet 1931, Augustin Chabozeau,
et quelques autres membres, eh bien, un peu fatigués, lassés des agissements de certains qui essayent de prendre abusivement la succession de Papus. Donc, Augustin Chaboseau et quelques membres décident de redonner vie à l'ordre authentique et traditionnel qui avait vu le jour en 1891. Et Augustin Chaboseau, qui est un des derniers survivants du Conseil suprême de 1891, décide de créer une nouvelle structure qui va prendre le nom, donc en juillet 1931, d'ordre martiniste, et il y ajoute l'adjectif de traditionnel pour bien montrer la tradition authentique à laquelle il se rattache. Et c'est cet ordre dont je vous parle aujourd'hui, qui est plus connu sous le nom de OMT dans les juridictions francophones et TMO dans les juridictions anglophones. Et donc, à partir de juillet 1931, donc l'OMT, bien sûr, se développe. Et pour faire simple, donc en 1939, bon, comme vous le savez, Deuxième Guerre mondiale, les martinistes sont pourchassés par les nazis, persécutés, etc. Et heureusement, la tradition martiniste a été perpétuée en Amérique du Nord, et en particulier le nouvel impérator, le nouveau responsable mondial de l'ancien mystique Ordre de la Rose-Croix, qui à l'époque s'appelle Ralph Lewis, a été initié au martinisme. Et grâce donc aux efforts de Ralph Maxwell Lewis, qui est à la fois le responsable mondial de l'ancien mystique Ordre de la Rose-Croix et qui va devenir le responsable du martinisme sur le plan mondial, le martinisme va pouvoir se réimplanter en France après la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, depuis cette époque, d'ailleurs, depuis la Deuxième Guerre mondiale, l'OMT, donc l'ordre martiniste traditionnel, eh bien, est lié aux activités de l'ancien mystique Ordre de la Rose-Croix, ce qui explique d'ailleurs qu'aujourd'hui, le responsable mondial de la MORC, donc de l'Ordre de la Rose-Croix, qui est un Italien actuellement, Claudio Mazzucco, est également le souverain grand maître de l'OMT. Et par exemple, tous les grands maîtres des différentes juridictions à travers le monde de l'Ordre de la Rose-Croix, comme Serge Toussaint l'est par exemple pour les pays francophones, sont également les grands maîtres de l'OMT. Alors, ce qui explique d'ailleurs que, pour prendre un chiffre, dans la juridiction francophone, actuellement, il y a à peu près 20 000 membres actifs parmi les Rosicruciens, en gros à peu près 20 000 membres actifs, dont 250 groupes locaux à peu près. Hein. Eh bien, sur ces 20 000 membres actifs, vous avez environ 5 000 martinistes, d'accord. Et en ce qui concerne l'OMT de la juridiction francophone, il y a environ 115 groupes locaux, c'est-à-dire des heptades et des ateliers qui ont leurs activités dans les différentes villes les plus importantes, que ce soit en France, en Belgique, Québec, Afrique francophone, etc. Donc, alors, juste une petite précision quand même, mais qui me semble très importante, on y reviendra peut-être tout à l'heure. Actuellement, pour être membre actif de l'ordre martiniste traditionnel, pour participer aux activités d'une heptade ou d'un atelier, c'est-à-dire bénéficier bien sûr de la transmission orale des enseignements, de bénéficier des initiations, des rituels, etc., il est nécessaire d'être rosicrucien. Il est nécessaire d'être rosicrucien. Maintenant, il y a un autre aspect de l'enseignement que nous, dans notre terminologie, on appelle la section oratoire, c'est-à-dire il est possible d'avoir accès à ce qu'on appelle l'enseignement écrit du martinisme, donc sous le biais de fascicules ou par Internet. Et là, il n'est pas obligatoire d'être rosicrucien, c'est-à-dire que des non-rosicruciens peuvent bénéficier de cet enseignement écrit qui est extrêmement riche et très intéressant et qui touche à de très nombreux domaines de la tradition. Donc disons, je pense que c'est une tradition qui est extrêmement active, très riche actuellement, même si c'est vrai, elle est un peu moins bien connue que les deux autres traditions dont vous avez parlé, la maçonnerie et le rosicrucianisme. Et dernier point qui me semble très très important, il est tout à fait possible,
tout à fait possible, puis moi-même je le sais puisque j'ai des amis qui en font partie, il est tout à fait possible d'être à la fois également martiniste et franc-maçon, ça c'est pas un problème. Voilà, la seule chose que l'on demande, je pense que moi je suis pas maçon, mais je suppose que dans les loges maçonniques, on demande tout simplement de ne pas faire de prosélytisme, que ce soit pour la Rose-Croix ou le martinisme. Il en est de même dans nos heptades et nos ateliers. On demande simplement aux maçons de ne pas faire de prosélytisme pour leurs obédiences. Mais je crois que beaucoup d'entre eux s'y retrouvent dans la structure de l'ordre martiniste traditionnel, dans les symboles, dans beaucoup d'aspects de l'enseignement et des degrés qui sont transmis dans le martinisme. Beaucoup s'y retrouvent. Ce qui explique qu'il y a des ponts entre les traditions occidentales. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Oui, ça me surprend pas du tout sur le plan que pour avoir, interviewé et rencontré plusieurs, adeptes de la franc-maçonnerie et notamment, du régime écossais rectifié, beaucoup, disent en plus pour compléter leur voix, avoir été dans un ordre martiniste. Pas Bien sûr. forcément l'OMT d'ailleurs, hein, Oui, mais oui, c'est oui, 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 le RER et le martinisme font en général toujours très, très, très bon ménage. Mais là, oui, il y a une question, quand on parle du martinisme, pas spécialement de l'OMT, hein, mais du oui, martinisme en général, il y a une figure centrale qui revient toujours, c'est Robert Amblin. Alors, s'il y a Papus vraiment à la fin 19e, après-guerre, c'est vraiment la figure de Robert Amblin qui marque, et aussi de Philippe Encausse, le fils de Gérard Encausse. Est-ce que ces deux figures font partie de votre filiation à vous? Alors, comme je l'ai dit, alors il y a plusieurs figures. Il y a également, on pourrait citer Robert Amadou, hein, dans ce cas aussi, voilà. Bon, Robert Amadou, avec lequel on a travaillé de concert pour la réédition du traité sur la réintégration des êtres de Martinez de Pasquali il y a plusieurs années. Non, notre filiation, alors la filiation de l'OMT, il y a une filiation, si vous voulez, la filiation est très importante dans le martinisme, dans le sens, je vais y venir au nom d'Amblin ou Philippe Encausse, mais ce que je veux dire, c'est que dans un ordre initiatique comme le martinisme, la filiation traditionnelle, la filiation initiatique est très importante dans la mesure où elle remonte jusqu'au XVIIIe siècle. Je m'explique. Cela veut dire que quand aujourd'hui vous recevez la première initiation du martinisme, ce qu'on appelle l'initiation au degré associé, dans une heptade. Heptade, ça vient du terme grec hepta qui veut dire 7 parce qu'il y a 7 responsables dans une heptade, bien, ou dans un atelier martiniste, on peut remonter de façon ininterrompue votre filiation initiatique jusqu'à Louis-Claude de Saint-Martin. Bien. Donc cette filiation, en ce qui concerne l'OMT, elle passe directement par, bien sûr, l'ancien souverain grand maître et grand maître impérator de l'ordre de la Rose-Croix, Ralph Maxwell Lewis, Georges Lagrèze en particulier également, pour ceux qui connaissent, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Elle passe par Augustin Chaboseau, et par le biais d'Augustin Chaboseau et de Papus, elle remonte tout le long du XIXe siècle. Il y a plusieurs noms, Amélie de Boisse-Mortemart, Henri de la Touche, etc., l'abbé de Lanoux, et elle remonte jusqu'à Louis-Claude de Saint-Martin. Donc la filiation initiatique de l'OMT passe essentiellement par ces noms-là, et en particulier les deux centraux que sont Augustin Chaboseau et Papus. Alors, en ce qui concerne Philippe Encausse et Robert Amblin, ce sont des noms importants dans le martinisme, certes, mais je dois préciser une chose, Philippe Encausse, par exemple, le fils de Papus, a été initié dans l'OMT en 1931. Il a reçu l'initiation martiniste dans l'ordre martiniste traditionnel. Il se trouve que Philippe Encausse, donc, a créé lui-même son mouvement martiniste de mémoire en 1952, qu'il a appelé l'ordre martiniste, qui est devenu l'ordre martiniste dit de Papus. Voilà, donc il a créé sa branche martiniste au sein de la maçonnerie. Bon, il avait tout à fait le droit, il n'y a pas de problème. Et Amblin a été également une figure importante du martinisme, tout à fait. Bien sûr, il a beaucoup travaillé dans le cadre du martinisme. Il a été initié dans l'OMT, lui aussi, avant la guerre. Mais il a lui aussi créé ses propres branches martinistes. Ce que je veux dire par là, si vous voulez, c'est que l'adjectif, le terme martinisme ou martiniste ne nous appartient pas. Hein, n'importe qui peut créer un groupe martiniste du jour au lendemain, c'est pas un problème. Et des gens comme
Philippe Ancos ou Robert Amblin ou Robert Amadou ou d'autres avaient également leur propre filiation, mais tous de toute façon passaient pour la plupart soit par Augustin Chaboseau, soit par Papus. Voilà. Donc il y a plusieurs filiations valables. D'après ce que je sais, bon, moi je n'appartiens pas à d'autres mouvements martinistes. Il m'est, à titre personnel, j'ai eu l'occasion une ou deux fois d'être invité à des célébrations à la mort de Papus, etc. Bon, pour célébrer la mort de Papus à Paris, etc. Donc il y a des relations fraternelles, mais les mouvements travaillent de façon distincte. Voilà. Alors, par contre, ce qui me semble important, c'est que d'après ce que je sais, ceux qui connaissent un peu mieux les autres mouvements pourront faire le distinguo ensuite. En ce qui nous concerne, les hommes et les femmes sont acceptés absolument à part égale depuis toujours dans l'OMT. Il y a d'ailleurs des femmes qui sont grands maîtres de l'OMT dans certaines juridictions. Dans notre mouvement, qui, à mon avis, est certainement un des plus puissants au monde, au point de vue du martinisme, hein. Ne serait-ce que dans la juridiction française, on a plus de 115 organismes, 5000 membres. Bon, je ne sais pas pour les autres, mais enfin, disons que c'est assez puissant. Nous avons un enseignement qui est transmis à travers 3 degrés fondamentaux. Ce qu'on appelle le degré associé, premier degré, le degré initié, deuxième degré, et le degré supérieur inconnu, troisième degré. Il y a 6 ans de base d'études. Et donc, vous avez différents thèmes qui sont transmis, enseignés selon les différents degrés. Donc, on a, par exemple, dans le premier degré, évidemment, on va aborder certains thèmes fondamentaux liés à ce que Martinez de Pasquali a développé dans son traité sur la réintégration. Il y a, par exemple, dans le premier degré, des sujets qui sont abordés tels que les nombres, tels que Saint-Martin les a développés dans certains de ses ouvrages. Par exemple, le concept de grand architecte de l'univers, que l'on utilise également, bien sûr, dans le martinisme, eh bien, est appréhendé, est approfondi dans le premier degré. Je pense, par exemple, à des sujets dès le premier degré, ce qu'on appelle la voie cardiaque. Souvent, le martinisme est appelé voie cardiaque. Alors, parfois, on pense, oui, voie cardiaque, on pense on va parler de tolérance, d'empathie, de compassion, etc. Mais c'est plus que ça, c'est-à-dire que c'est véritablement une technique ésotérique qui a été développée par de grands sages et de grands mystiques dans le passé. Donc, ce sont des sujets que l'on aborde et que l'on pratique dans le martinisme. Et voilà, donc il y a quand même tout un enseignement de base progressif avec une application pratique qui est très développée chez nous. Donc, je ne sais pas trop dans les autres mouvements, mais en tous les cas, chez nous, ça correspond bien à ce que les membres recherchent, oui. Ouais. On va revenir plus précisément tout à l'heure sur les symboles utilisés, la mystique proposée, Oui, l'enseignement spécifique de l'OMT. Mais là, j'aurais une question quand même. Vous avez dit tout à l'heure que Louis-Claude de Saint-Martin lui-même n'a pas créé d'ordre, donc pas de oui. structure, et surtout que tout était centré, du peu que j'en sais sur Louis-Claude, beaucoup basé sur la prière, sur la recherche intérieure et pas spécifiquement sur une manifestation rituelle extérieure. Or, l'ordre martiniste historique, fondé par Papus et Chaboseau notamment, est une structure rituelle, est une structure collective, collégiale, avec des degrés initiatiques et vraiment, disons-le, c'est complètement basé sur un modèle maçonnique au niveau structurel, j'entends. Oui. Donc, c'est-à-dire qu'à un moment, la structure de fonctionnement est quand même largement calquée sur les systèmes maçonniques qui existaient à l'époque. À l'origine, oui, oui. D'ailleurs, les 3 degrés, à la différence, par exemple, de l'ordre de la Rose-Croix où vous avez 12 degrés, effectivement, dans l'ordre martiniste traditionnel, comme je pense dans certaines autres structures martinistes, mais enfin, en tous les cas, moi, je parle de ce que je connais, l'ordre martiniste traditionnel, vous avez une structure de base de 3 degrés. Ça nous vient de Papus et de Chaboseau, effectivement. Et donc, vous avez des symboles spécifiques liés à chacun des degrés. Vous avez, sans rentrer dans les détails, mais vous avez tout à fait, vous avez des symboles spécifiques au premier degré, au degré associé, avec des couleurs particulières. Vous avez d'autres symboles spécifiques au deuxième degré, le degré initié, de la même façon, avec d'autres couleurs spécifiques. Et le degré supérieur inconnu, SI,
qui lui aussi a des rituels spécifiques avec des symboles spécifiques. Alors il y a un autre degré, bon, entre guillemets un quatrième degré qui existe, que dans notre tradition nous appelons le cercle des philosophes inconnus, avec des travaux spécifiques particuliers, mais c'est vrai que la structure de base, comme beaucoup d'ordres, faut le dire, traditionnels occidentaux, a une structure maçonnique, parce que c'était la structure qui était connue depuis le XVIIIe siècle, etc. Mais il est tout à fait important, effectivement, de spécifier que Saint-Martin, Louis-Claude de Saint-Martin, donc le philosophe inconnu, n'a pas créé d'ordre initiatique au sens où on l'entend aujourd'hui. Et ce qu'il faut dire aussi, ce qui me semble très important, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire du martinisme, quand tout à l'heure j'ai parlé des deux disciples principaux de Martinez de Pasquali, ces deux disciples principaux qui donc avaient suivi la voie de l'ordre des élus Cohen, donc d'une part Jean-Baptiste Villermoz et d'autre part Louis-Claude de Saint-Martin. Il est important de spécifier que les rituels théurgiques, donc de magie opérative, les rituels théurgiques, qui étaient utilisés dans l'ordre des élus Cohen, donc au XVIIIe siècle par Pasquali et ses disciples, par Saint-Martin lui-même aussi, il l'a pratiqué, ok. Ces rituels théurgiques, après la disparition de Pasquali en 1774 et la disparition des élus Cohen, il faut savoir que Louis-Claude de Saint-Martin a totalement abandonné les rituels théurgiques et ce qu'on appelle les évocations d'entités spirituelles, etc., pour se consacrer à ce qu'il a appelé une voie interne. D'ailleurs, il a écrit pas mal d'ouvrages qui développent ce qu'on appelle cette voie interne. Par exemple, Saint-Martin, de mémoire, bon, parmi beaucoup d'ouvrages qu'il a écrits, bien sûr, dans le langage de l'époque. Hein, c'est des ouvrages qui sont parfois difficiles à saisir aujourd'hui, à comprendre, parce qu'il y a tout un langage particulier de la fin du XVIIIe, évidemment. Mais par exemple, on retrouve chez Saint-Martin, par exemple, dans 4 de ses ouvrages, le terme homme, du style, par exemple, il a un ouvrage Ecce Homo. L'Ecce Homo, il parle de ce qu'il appelle l'homme du torrent, c'est-à-dire l'homme qui est un peu perdu dans la vie, qui ne se pose pas les questions véritablement existentielles pour pouvoir progresser sur le plan spirituel. Et Saint-Martin, après, à un moment donné, il a sorti un ouvrage qui s'appelle L'homme de désir. Désir avec un D majuscule. Il veut dire par là qu'à un moment donné, dans la quête spirituelle, eh bien, l'être humain a une sorte de désir de Dieu qui commence à naître en lui. Donc, en fait, le souhait de commencer à entrer dans la voie spirituelle prend corps chez cet homme, chez cet être humain. Et ensuite, Saint-Martin dit, voilà, l'objectif c'est quoi? C'est de devenir un nouvel homme, qui est le titre d'ailleurs d'un autre ouvrage de Saint-Martin, le nouvel homme, parce que justement, le but c'est de la transformation spirituelle de l'être humain. Donc de devenir un nouvel homme pour pouvoir transmettre quelque chose, transmettre un enseignement aux autres, une connaissance aux autres. Et l'objectif étant, toujours d'après Saint-Martin, d'atteindre ce qu'il appelle le ministère de l'homme-esprit, en quelque sorte une sorte de réalisation spirituelle. Donc ce que je voulais expliquer par là, c'est que Saint-Martin explique que pour atteindre cette réalisation spirituelle, les rituels théurgiques tels qu'ils existaient chez les élus Cohen ne sont absolument pas nécessaires, mais que la voie interne, la voie mystique, la voie par la méditation, par la prière, par les techniques spirituelles, est beaucoup plus peut-être puissante qu'elle ne l'est telle qu'elle a été développée par Pasquali, dans son ordre des élus Cohen. C'est ça qu'il faut retenir, disons, en ce qui concerne ce qu'a essayé de transmettre Saint-Martin à travers son œuvre et à travers ses disciples. Et c'est ce que l'on trouve aujourd'hui. C'est pour ça qu'aujourd'hui, par exemple, dans l'ordre martiniste traditionnel, certes, il y a des initiations, certes, il y a des rituels spécifiques, mais on ne pratique plus la théurgie. Et on ne pratique pas, donc, ce qu'on appelle dans la tradition ésotérique, on ne pratique pas les évocations, mais on utilise ce que l'on appelle des invocations. C'est-à-dire que dans certains rituels d'initiation, des rituels d'ouverture, de clôture, on pratique ce type d'exercice spirituel que dans la tradition on appelle les invocations. Alors par rapport à ça, c'est très important parce que n'étant pas du tout un expert de l'ordre martiniste traditionnel, en revanche, j'ai pas mal étudié la figure de Papus Oui, et de Martinez et de Saint-Martin. Or,
les historiens, en général, quand ils étudient la figure de Pappus et la création de l'ordre martiniste, ont tendance à dire qu'en fait, l'ordre de Pappus est beaucoup plus proche de Martinez dans l'application concrète que de Louis-Claude de Saint-Martin, qui nourrit philosophiquement, mais l'ordre de Pappus reste un ordre de pratique opérative, de magie, au sens, à l'époque, j'entends. Hein. Oui. Et Pappus, pour le citer lui-même, dit il y a la chance pour certains d'avoir déjà cette aspiration mystique, cette voie cardiaque auquel on doit tendre, mais paradoxalement, nous autres, quand on n'a pas cette chance naturelle, on aborde la voie de l'occultisme par une tradition plus lente, plus théorique, d'application pratique, pour espérer un jour atteindre la voie cardiaque. Donc, quelle est un petit peu votre posture par rapport à ça? Alors, en ce qui concerne Pappus, je suis d'accord avec vous, ce que vous dites, mais je pense qu'il faut nuancer. Je m'explique. Bon, je pense que vous connaissez Pappus, vous avez lu Pappus, moi-même je l'ai pas mal lu et étudié un peu sa vie, son œuvre. Il est vrai que, disons que dans la première partie de sa vie martiniste, disons, allez, en gros, jusqu'à la fin du 19e, disons 1895 en gros, hein, Pappus est extrêmement centré sur l'occultisme. Ça, c'est vrai. Il s'intéresse à tous les phénomènes spirites en particulier, tout ce qui touche à l'occultisme, les rituels magiques, de magie opérative. Et d'ailleurs, ce n'est pas faire offense à Pappus que de dire que Pappus n'a pas véritablement compris la pensée de Saint-Martin. Hein. Il est passé un peu à côté. Et c'est vrai qu'il est beaucoup plus centré sur tout ce qui touche aux rituels théurgiques de magie opérative tels que les pratiquaient les élus Cohen du temps de Pascoli, bien qu'il n'a pas remis en œuvre les rituels Cohen, mais disons, c'est vrai que Pappus s'intéresse de très très près à la magie, et en particulier la magie opérative. Donc tous ces phénomènes extraordinaires que lui-même va mettre en pratique. Maintenant, il faut savoir qu'il y a une bascule qui se situe dans la vie de Pappus. À un moment donné, il va rencontrer un être, bon, c'est pas le sujet de l'émission aujourd'hui, mais il va rencontrer un être extraordinaire que vous connaissez certainement, qui est connu sous le nom de Maître Philippe de Lyon. Et quand Pappus, on pense qu'il l'a rencontré vers 1894, bon, je passe les détails, et quand Pappus et ses amis vont rencontrer donc Nisier Anthem Philippe, qui est un très très grand guérisseur à Lyon, il est d'ailleurs toujours connu hein, là-bas, eh bien, il y a une bascule qui se fait chez Pappus. C'est-à-dire que Pappus va en quelque sorte passer, je dirais, de l'occultisme, voire du spiritisme à la limite, mais enfin du moins de l'occultisme et de la magie pratique, à la voie interne, la voie mystique, la voie cardiaque, la voie du cœur et la voie de la prière. Et tout le début, en fait, du XXe siècle, disons en gros jusqu'à la mort de Maître Philippe en 1905, Pappus va être très très proche avec ses amis, hein, Lalande, Sédir et d'autres, va être extrêmement proche de Maître Philippe et il y aura vraiment une bascule chez Pappus. Et Pappus va comprendre intérieurement que la mystique, véritablement, si je puis dire, la recherche du Christ intérieur est sinon importante, absolument fondamentale dans la recherche ésotérique et dans le développement spirituel. Donc il y a vraiment deux aspects, attention, chez Pappus. Hein. Il y a cette bascule qui est très importante à partir de 1894-1895 jusqu'à la mort de Maître Philippe en 1905. Bien sûr, il restera lié à Philippe jusqu'à la mort de Pappus lui-même en 1916, mais il sera très proche de Maître Philippe et véritablement, ça sera un autre Pappus sur le plan mystique que l'on va connaître dans cette deuxième partie de la vie. Donc, il faut toujours garder ça à l'esprit, même si Pappus, bien sûr, a toujours pratiqué des rituels, etc. Mais ce côté mystique, ce côté prière, ce côté voix interne, la voix du Christ, etc., telle que la concevait Pappus, a été absolument fondamentale dans la deuxième partie de sa vie. Merci pour ces précisions, c'est absolument passionnant. Et ça illustre un point qui est essentiel et que les gens ont tendance à oublier,
c'est que nous sommes des individus évolutifs et il est normal que ce que l'on pense à 20 ans change à 30, Ben 40, oui. 50, 60. C'est tout à fait normal. Je rebondis sur un point que vous avez évoqué en présentant un petit peu cette évolution chez Papus, c'est cette recherche du Christ intérieur qui était importante pour lui. Et alors, la question que je vais poser est en deux temps, puisqu'elle concerne l'ordre martiniste de ses débuts, mais elle concerne aussi, du coup, l'ordre martiniste traditionnel d'aujourd'hui. Est-ce qu'il est impératif d'être chrétien, sans parler de confession religieuse particulière, hein, chrétien au sens s'attacher aux enseignements du Christ, euh, qui était au cœur de la pensée de Martinez de Pasquali, qui était encore plus au cœur de la pensée de Louis-Claude de Saint-Martin, qui est au cœur de la pensée de Papus concrètement, mais à des époques où, entre parenthèses, le christianisme n'avait pas tellement de concurrence. Alors, qu'en est-il aujourd'hui dans ce 21e siècle, où la pluralité religieuse est un peu plus marquée? Est-ce qu'on est toujours obligé d'être chrétien fondamentalement pour rejoindre l'ordre martiniste traditionnel, ou est-ce que les autres confessions sont compatibles, si je puis dire? Alors, comme je crois, je l'ai dit tout à l'heure, non, non, il n'est absolument pas obligatoire d'être chrétien. Tout bêtement, moi, je ne suis pas chrétien de formation. Je ne suis pas. Mes parents étaient libres penseurs, voyez, donc je n'ai pas de formation religieuse particulière. Cela ne m'empêche pas de m'intéresser aux textes sacrés, que ce soit la Bible, les Védas ou la Torah, etc. Il y a dans l'ordre martiniste traditionnel, il y a des chrétiens, bien sûr. Moi, j'ai des amis euh, qui sont chrétiens, même pratiquants. Je connais j'ai plein d'amis martinistes en Afrique qui sont musulmans pratiquants. Ça pose absolument aucun problème. Pour faire simple, si vous voulez, dans l'enseignement, c'est un ordre non religieux. Donc, dans l'enseignement martiniste, en fait, si vous voulez, il y a trois aspects fondamentaux dans l'enseignement qui est transmis par l'ordre martiniste traditionnel aujourd'hui. Premier aspect, c'est l'étude de ce que l'on appelle le corpus traditionnel. Il y a un corpus. C'est quoi le corpus? C'est, entre autres, donc, le traité sur la réintégration des êtres de Martinez de Pasquali. Donc, il y a 5 manuscrits qui sont, il y a entre 22, 23 manuscrits, des textes qui sont étudiés dans chaque degré. D'accord? Chaque degré dure 2 ans. Donc, par exemple, il y a 5 manuscrits qui sont consacrés à l'étude des points fondamentaux du traité sur la réintégration des êtres de Martinez de Pasquali. Le corpus, c'est quoi? C'est également les éléments essentiels qui ont été transmis par Louis-Claude de Saint-Martin dans certains de ses ouvrages. Il y a également l'approche de ce que l'on appelle dans, par exemple, les grands mythes, ce qu'on appelle les grands mythes judéo-chrétiens, tels que la construction du temple de Salomon, le mythe d'Adam et Ève, l'arbre de vie et de la connaissance, l'arche de Noé, etc. Ce sont des mythes qui sont étudiés sur un plan ésotérique dans le martinisme. Par exemple, il y a certains textes fondamentaux de Jean-Baptiste Villermoz, comme le traité des deux natures, à la fois la nature humaine et la nature divine du Christ, tel que le développe Villermoz dans cet ouvrage, sont abordés. Certains aspects fondamentaux de l'œuvre de Jacob Böhm, également en particulier des concepts comme la Sophia ou la sagesse, sont abordés. Ça, c'est ce qu'on appelle le corpus. Donc ça, c'est un premier aspect qui sont transmis dans les enseignements de l'OMD. Il y a un deuxième aspect dans ces enseignements, ce sont des éléments, des enseignements qui ont été ajoutés, amenés par Papus et ses proches à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle. Alors parmi eux, vous avez par exemple la nature triple de l'homme ou de l'univers, certains aspects concernant la Kabbale. Alors, les martinistes ne sont pas des kabbalistes en tant que tels, mais ils s'intéressent à la cosmogonie kabbalistique. Donc, il y a plusieurs manuscrits sur la Kabbale. Par exemple, le concept d'Adam, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on entend par le concept d'Adam, A majuscule? Par exemple, le concept de grand architecte de l'univers. Yeshua, grand architecte de l'univers. Qu'est-ce que l'on entend par la science des nombres ou l'arithmosophie? Donc c'est un sujet qui est également abordé. L'angélologie, par exemple les concepts de temps profane ou de temps sacré, avec la cyclologie.
Donc c'est des sujets qui sont abordés aujourd'hui dans le martinisme. Par exemple, qu'est-ce qu'on appelle la grande année de Platon? Qu'est-ce que l'on appelle la cosmogonie céleste? C'est-à-dire le septénaire des anciens, vous savez, les 7 planètes traditionnelles, quelles sont leurs implications à la fois sur le plan mythologique et leur rôle dans le symbolisme à la fois, leur lien avec l'être humain, la nature et l'univers. Et puis il y a un troisième, ça c'est donc voilà, c'est des sujets qui ont été amenés fin 19e, début 20e, et il y a bien sûr, il y a un troisième aspect lié à ce qui ont été ajoutés un peu plus tard, de façon contemporaine, des thèmes par exemple liés à la psychologie des profondeurs, par exemple des concepts que Jung a amenés sur par exemple le concept d'individuation, l'étude des rêves, travailler sur ses rêves, les rêves c'est un élément très important de lien avec le monde invisible. Donc, vous voyez, il y a plusieurs aspects dans l'enseignement martiniste. Mais surtout, ce qui est très important, ça c'est l'aspect théorique, mais vous avez un aspect très pratique. Je veux dire par là que constamment dans l'enseignement, et en particulier dans nos heptades, dans nos ateliers, en plus de l'aspect rituelique, vous avez des expériences, des exercices en commun. Donc, par exemple, des expériences de méditation, des expériences d'harmonisation spirituelle, par exemple, avec les lettres hébraïques, avec les différentes séphirotes de l'arbre kabbalistique. Par exemple, des expériences de visualisation ou de méditation par rapport à ce qu'on appelle le septénaire des anciens. Vous savez, c'est les images astrales qu'utilisaient les mystiques de l'époque médiévale, comme Paracelse, Agrippa, Ficin et d'autres. Chaque planète a des images astrales, donc c'est des choses que l'on utilise. Par exemple, des exercices d'harmonisation spirituelle, des exercices liés à ce qu'on appelle la voix cardiaque, parce que c'est véritablement ce qu'on appelle la prière du cœur, c'est véritablement une technique spirituelle. Donc il y a un aspect très pratique également, ce qui permet à la fois, si vous voulez, d'avoir une approche théorique des choses, mais aussi une approche très pratique. Et bien sûr, puisque on parle également d'ésotérisme judéo-chrétien, eh bien, il y a certains manuscrits qui sont consacrés, bien que nous soyons non religieux, certains manuscrits sont consacrés à des textes fondamentaux que l'on trouve dans l'Ancien Testament, en particulier le livre de la Genèse, avec les grands mythes, mais aussi, par exemple, les évangiles, les 4 évangiles. Par exemple, le distinguo qu'il faut faire entre les 3 synoptiques, Matthieu, Marc et Luc, et Saint Jean. Ou par exemple, un livre comme l'Apocalypse. Qu'est-ce qu'il représente? Quels sont les symboles qu'il y a derrière, etc. Donc, tout ça, si vous voulez, et bien sûr, tous les textes apocryphes qui n'ont pas été mis dans le canon biblique, on sait très bien qu'il y a pas mal d'évangiles, des apocalypses, ou d'autres, comme des livres, comme le livre d'Enoch, par exemple, qui sont très intéressants au niveau de l'angélologie, qui n'ont pas été insérés dans le canon biblique. Donc, tout ça, c'est des thèmes d'études, si vous voulez, qui sont très intéressants pour nos membres, quelle que soit leur formation religieuse, quelle que soit leur culture, parce qu'il y a ces deux aspects, à la fois l'aspect étude, échange, parce qu'on échange beaucoup, mais aussi l'aspect pratique. Voilà, c'est en cela, je pense, que le martinisme est véritablement une voie extrêmement vivante aujourd'hui. Et moi, je le vois moi-même, ça m'arrive de faire des conférences publiques sur l'ordre martiniste traditionnel, sur la voie martiniste, et je suis souvent extrêmement surpris de voir le monde qu'il y a dans ces conférences et l'intérêt que les gens maintenant portent à ce genre de sujet, hein, qui est vraiment, c'est ça qui est assez, ça nous rend optimistes, disons, je dirais. Oui, bah, je plus sois complètement. Enfin, ma web TV étant dédiée aux traditions ésotériques et à ce type de recherche historique, je vois qu'il y a un public Ouais, fortement intéressé par tout tout cela. à fait. Ouais. Pour aller un petit peu dans cet aspect technique, toute raison gardée de ce que vous avez le droit de nous communiquer pour ne pas violer le secret de personnes qui pourraient être intéressées, comment se passe, grosso modo, une initiation au sein d'une heptade ou d'un atelier? Est-ce que ça ressemble à la franc-maçonnerie? Est-ce que c'est totalement différent? Y a-t-il un processus, rituel théâtralisé? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu sur cette initiation au sein de l'ordre martiniste traditionnel? Alors, je vais être honnête intellectuellement, je ne suis pas franc-maçon, donc je ne peux pas vous parler des initiations maçonniques. Il m'est arrivé
en tant que conférencier, d'être invité dans ce qu'on appelle les tenues blanches chez les francs-maçons. Donc, je connais des temples maçonniques et ça m'est arrivé de présenter soit la tradition rosicrucienne, soit la tradition martiniste, soit sur des thèmes particuliers, Pythagore ou autres, chez les maçons. Mais je ne peux pas parler des initiations chez les maçons puisque je ne suis pas moi-même maçon. Mais effectivement, dans l'ordre martiniste traditionnel, vous avez des initiations. Alors, en fait, très concrètement, ça se passe de la manière suivante. C'est-à-dire que quand vous voulez devenir martiniste, vous remplissez tout simplement une demande d'affiliation, ok? Il n'y a pas de cooptation, il n'y a pas de cooptation. Et vous êtes dans maximum un mois après votre demande d'affiliation. Donc, vous êtes convoqué dans l'heptade ou l'atelier le plus proche de votre domicile. Donc, par exemple, en France, il y a des heptades et des ateliers dans la plupart des grandes villes de France, ok? Donc, vous êtes convoqué pour recevoir cette initiation au premier degré, ce qu'on appelle le degré associé. Donc là, c'est un rituel, effectivement, un rituel d'initiation, c'est un rituel théâtralisé, c'est-à-dire que il y a une équipe d'officiers, 7 dans une heptade, 3 dans un atelier, avec un maître d'heptade ou un maître d'atelier qui va vous transmettre l'initiation. Et j'insiste sur le fait que l'affiliation initiatique est fondamentale, c'est-à-dire que l'initiateur qui vous transmet l'initiation ce jour-là vous relie de façon ininterrompue par une filiation initiatique ininterrompue jusqu'au XVIIIe siècle à Louis-Claude de Saint-Martin et Martinès de Pasquali. Et d'ailleurs, ces filiations sont suivies de près, par exemple, dans nos archives, etc. Bien. Donc, une fois, alors cette initiation dure à peu près quarantaine de minutes, 40-45 minutes, ok. Il y a tout un rituel théâtralisé, très beau, très puissant, très très puissant. J'estime que sans entrer dans le détail, que les initiations martinistes ont une puissance particulière sur le plan intérieur, parce que dans l'initiation, qu'est-ce que l'on cherche dans l'initiation? En fait, c'est non pas de toucher l'intellect, mais de toucher l'être véritable, le centre de l'être. Et donc l'aspect émotionnel est très puissant. Et d'ailleurs, dans le sens traditionnel du terme, quand on vous transmet une initiation, on vous transmet une parcelle de lumière. Ça, c'est très important. Et donc, l'objectif étant pour le récipiendaire, celui qui reçoit l'initiation, de faire fructifier cette lumière qui a été reçue. Donc, une fois l'initiation reçue, vous allez commencer votre démarche au sein de l'ordre martiniste traditionnel. C'est-à-dire que tous les mois, il y a ce qu'on appelle un conventicule, une réunion, qui dure en gros 1h30. Bien. Où là, vous allez étudier les différents manuscrits du premier degré, le degré associé. Alors, à chaque fois qu'il y a un conventicule, une réunion, il y a un rituel d'ouverture qui dure à peu près un quart d'heure. Ok, un rituel théâtralisé aussi, avec des symboles liés à ce degré, ce premier degré. Ensuite, le maître de classe ou le maître du degré lit le manuscrit, qui dure à peu près 20-25 minutes. Il y a un forum, un échange entre les membres, etc., questions. On donne systématiquement aux personnes qui sont présentes, aux membres qui sont présents, un résumé complet du manuscrit, ainsi que tous les schémas qui ont été présentés. Donc, vous voyez, ils repartent avec. Et ensuite, il y a un rituel de clôture. Et il faut, par contre, quand on est membre d'une heptade ou d'un atelier, il faut une certaine régularité. Je m'explique, ça veut dire que pendant les 2 années d'études dans le premier degré, il faut assister à au moins les 3/4 des manuscrits de la classe pour accéder au deuxième degré. Donc ensuite, au bout de 2 ans, eh bien, si vous avez eu le nombre de présences nécessaires, donc vous êtes en droit de recevoir l'initiation au deuxième degré de l'ordre martiniste traditionnel, ce qu'on appelle le degré initié. Donc même chose, il y a un autre rituel d'initiation, très puissant également, et ensuite, une fois que vous l'avez reçu, vous commencez votre démarche dans le deuxième degré. Alors bien sûr, il y a des symboles majeurs dans le martinisme, comme on en trouve dans toutes les traditions. Donc déjà, il y a un symbole central qui s'appelle le pentacle. Le pentacle, c'est quoi? Pentacle, P-A-N-T-A-C-L-E, pas P-E-N. Voilà, pour vos auditeurs, un pentacle, c'est une étoile à 5 branches. Pentacle, ça vient de penta, P-A-N-T-A, ça vient de penta, qui veut dire le tout en grec. C'est un symbole
qui représente le tout universel, l'ensemble des lois de l'univers. Donc c'est pour ça qu'on y retrouve le cercle, l'hexagramme, la croix, le carré, etc. Et on y retrouve trois couleurs fondamentales. Trois couleurs fondamentales dans la tradition martiniste que vous connaissez certainement. La première qui correspond au premier degré, le noir, ok. La deuxième, alors en gros c'est l'homme du torrent dont j'ai parlé tout à l'heure si vous voulez, ok. La deuxième couleur, le blanc, qui correspond à ce qu'on pourrait appeler l'homme de désir, hein, celui qui commence à progresser sur le sentier. Et la troisième couleur, le rouge, qui correspond au rebis, le fameux rebis des alchimistes, la chose double, celle que l'on a réalisée quand on a réalisé le grand œuvre, qui correspond donc au troisième degré, le degré supérieur inconnu. Alors bien sûr, d'autres symboles derrière tout ça. Donc j'ai parlé du pentacle, j'ai parlé des trois couleurs fondamentales, le noir, le blanc, le rouge. Le masque, le manteau, la cordelière sont également des symboles absolument fondamentaux dans le martinisme et extrêmement puissants dans l'initiation. Et je rebondis sur un tout petit point que vous avez cité à l'instant, c'est le masque. Oui, Quand j'avais lu le discours de réception au troisième degré de Stanislas de Guaita ouais. dans un des livres de Papus, il, Mmh. il stipule cette présence de masque que portent les martinistes. Le principe de dire qu'on sort de l'ego, qu'on sort C'est du monde ça, des apparences un petit peu, c'est toujours utilisé le masque. absolument. Le masque, en fait, ben, vous savez, le masque, c'est la persona en latin. La persona, personnalité. D'ailleurs, nous portons, symboliquement, on porte, notre personnalité, notre ego, c'est un masque. Alors, en fait, symboliquement, le masque est toujours utilisé dans le sens où, effectivement, c'est pour mettre de côté l'ego, c'est pour travailler de façon totalement impersonnelle quand on travaille dans le domaine ésotérique. Voilà. Donc le masque est utilisé dans l'initiation en particulier. Voilà, sans entrer dans le détail. Voilà. Merci pour la précision. Alors, une autre, petite question, par rapport aux 3 degrés, initiatiques, donc associé, initié et super Supérieur inconnu. inconnu. Oui. Alors, je fais toujours un comparatif avec la franc-maçonnerie parce que c'est la tradition la plus connue et que ça donne une base référentielle pour comprendre, pour nos auditeurs. Dans la maçonnerie, dans les 3 degrés, quels que soient les systèmes rituels, il y a, on va dire, une thématique centrale, un grand mythe mis en scène, dans, l'apprenti, franc-maçon en général. Il s'agit Ouais. de la sortie du monde des ténèbres, donc la sortie du monde, oui, le retour à la lumière, si l'on peut dire. Le deuxième degré correspond habituellement plutôt à la confrontation, avec le monstre personnel, la confrontation avec l'être intérieur. Et le troisième degré, le plus important, correspond à la mort symbolique et la résurrection tout aussi symbolique, le mythe d'Hiram. Est-ce que vous avez, dans l'ordre martiniste traditionnel, un petit peu un mythe central, un thème central pour chacun des 3 degrés? Non, il n'y a pas un thème central pour chacun des trois degrés. Il y a un rituel spécifique central pour chacun des trois degrés, avec des termes bien sûr spécifiques pour chacun des degrés, et un décorum particulier pour chaque degré. Ça oui. Donc, par exemple, sans entrer dans le détail, le décorum du deuxième degré dans l'OMT est tout à fait différent du décorum du premier degré. Et effectivement, il correspond à un grand mythe de la tradition judéo-chrétienne voilà, que les maçons connaissent bien. Bon. Maintenant, donc il n'y a pas un seul thème central par degré, mais par contre, il y a des sujets spécifiques dans chacun des degrés. Donc, j'ai parlé un peu tout à l'heure, il me semble, de certains des sujets qui étaient développés dans le degré associé. Donc, dans le degré associé en particulier, on étudie la base du corpus, en particulier le traité sur la réintégration, des sujets comme la voie cardiaque, sur Yeshua, le grand architecte de l'univers, la science des nombres selon Saint Martin, l'androgyna primitif de l'homme, le concept d'Adam, etc. Par exemple, dans le deuxième degré, il y a des sujets spécifiques également. Par exemple, la construction du temple de Salomon, symbolisme du temple de Salomon, donc la dualité dans l'univers, le sens des oppositions dans l'univers. Il y a également la cyclologie que l'on aborde dans le deuxième degré. On aborde également dans le deuxième degré le septénaire des anciens, c'est-à-dire on étudie les 7 planètes traditionnelles, enfin, planètes Soleil, Soleil, Lune, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne, avec chacune son symbolisme,
à la fois sur le plan humain, dans la nature et dans l'univers, etc. Dans le troisième degré, par exemple, on aborde les concepts fondamentaux qui ont été développés chez Boehm, par exemple, le concept de la Sophia ou sagesse universelle. La science des rêves est abordée dans le troisième degré de mémoire. Hein. Et bien sûr, il y a toute une série de manuscrits sur la Kabbale, donc à la fois la cosmogonie classique, cosmogonie kabbalistique, l'arbre de vie avec les séphirotes, mais également les concepts qu'a développé Luria, la Kabbale lourianique en particulier, sont abordés dans le troisième degré. L'androgyna primitif de l'homme, par exemple, l'angélologie chez Denis l'Aréopagite, etc. Donc chacun des degrés, si vous voulez, a des sujets spécifiques avec des expériences spécifiques. Mais il n'y a pas un thème central par degré, si ce n'est le symbolisme en tant Oui, que tel. Voilà. c'était peut-être un peu réducteur le fait de réduire un thème central, mais c'est très important dans le nœud maçonnique qui est le rite de catabase, en fait, de mort symbolique du Ouais. 30e degré. Et je me demandais si vous aviez ce type d'archétype en présentation mythique dans le martinisme. Mm. Euh, Il y a un point très important, je pense, c'est ce sujet donc de la théurgie. Vous en avez parlé un petit peu. Vous m'avez dit ne plus faire de théurgie au sens Martinez de Pasquali, hein, Oui. bientôt, actuellement. Par contre, vous avez évoqué l'idée d'invocation. Vous Oui. avez aussi parlé de Kabbale, donc on pense évidemment aux anges de la Kabbale, aux figures angéliques notamment. Euh, Comment ça se passe un petit peu cette histoire? Qu'est-ce que vous entendez par invocation? Est-ce que vous travaillez avec des anges, des figures tutélaires, archangiques, etc. Vous avez notamment parlé tout à l'heure du livre d'Enoch et d'autres traités proto-kabbalistiques qui parlent de ces entités. Donc, quel est votre rapport un petit peu avec tout ça? Alors, quand on parle d'invocation, c'est-à-dire c'est des invocations que l'on utilise, par exemple, dans certains rituels ou dans certaines expériences, c'est-à-dire que c'est une sorte de méditation intérieure, si vous voulez, de prière intérieure ou de prière du cœur. On n'évoque pas des entités particulières, on n'évoque pas des entités célestes comme le faisait, ou angéliques, comme le faisaient les Cohen au XVIIIe siècle. Donc, et quand on parle de Kabbale, quand on étudie la Kabbale en particulier, on étudie essentiellement l'arbre séphirotique. On n'étudie pas la Kabbale chrétienne en tant que telle, parce que ça, en fait, il y a plusieurs aspects dans la Kabbale. Hein. Il y a ce qu'on appelle la Kabbale originelle, bon, l'arbre de vie, l'arbre de la connaissance, etc. Mais il y a un autre aspect dans la Kabbale, ce qu'on appelle la Kabbale chrétienne, qui a été développée à partir du XVIe siècle, hein, XVIe siècle. Donc, où effectivement là, il y avait ceux qui ont développé cet aspect de la Kabbale, ont beaucoup développé l'aspect angélique, contact avec les anges, etc. Ce que l'on ne pratique pas dans l'OMT. On ne pratique pas. Par contre, on a des expériences de méditation spécifiques sur les lettres hébraïques. Oui. C'est-à-dire les lettres mères, les lettres doubles, enfin les lettres simples, les lettres mères et les lettres doubles. On a des expériences très spécifiques qui sont liées aux lettres hébraïques, par exemple des expériences de visualisation ou d'harmonisation. Mais avec des êtres angéliques auxquels vous faites référence, non. Par contre, effectivement, il y a deux manuscrits dans le troisième degré, le degré supérieur inconnu, où on aborde certains aspects de l'angélologie, tels que l'a développé en particulier le fameux Denis, le pseudo Denis l'Aréopagite. Bon, on parle de l'angélologie, mais sans avoir d'expérience spécifique dans ce domaine. Non. Pas du tout de procédés rituels du type Non, Golden Dawn, par exemple, ou non, John du Dee, hein? tout, Pas du du tout. tout, pas du D'accord. tout. OK. Merci pour ces précisions. Alors, on va pouvoir aborder les questions les plus difficiles, si je puis dire, et on va commencer avec le traité sur la réintégration des âmes. Alors, ça, c'est le texte écrit par Martinez de Pasquali. Hem, Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, grosso modo, de ce texte et à quel point il est important dans votre tradition? Bah, il est important, oui, mais pas central non plus. Hein. Disons que on aborde le traité. Il y a 4 manuscrits en fait sur le traité sur la réintégration. Alors pourquoi? Parce que comme ça fait partie du corpus. Donc, il est impossible de prétendre
transmettre un enseignement au sein d'une branche martiniste sans, à un moment donné, faire un peu référence au traité sur la réintégration des êtres de Pasquali, puisque ça a été son texte central, bien qu'il soit inachevé, hein. Donc actuellement, ces manuscrits sont abordés dans la première année de formation des martinistes. C'est assez complexe, mais on essaye de présenter ça de façon assez pédagogique. Alors pourquoi on l'étudie? Un, parce que c'est un texte, je dirais pas fondateur, parce que c'est pas ce texte qui a permis de fonder le martinisme, hein, mais c'est le texte connu de Pasquali. Et puis c'est un texte aussi que le traité sur la réintégration des êtres que l'on a retrouvé dans les papiers de Saint-Martin à sa mort, hein. D'ailleurs, diffusion rosicrucienne, les éditions ont rediffusé ce texte il y a quelques années avec l'aide d'Amadou. Donc Saint-Martin et ses disciples, disons, avaient beaucoup d'intérêt et accordaient beaucoup d'importance à ce texte. Alors disons que c'est une cosmogonie spécifique, hein, qui n'appartient qu'à Martinez de Pasquali. Donc la première erreur à ne pas commettre, c'est d'essayer de comparer cette cosmogonie telle qu'elle a été expliquée ou que Pasquali a essayé de l'expliquer à travers son traité, d'essayer de la comparer systématiquement à d'autres cosmogonies comme par exemple la Kabbale ou la cosmogonie égyptienne ou la cosmogonie grecque, etc. Je pense qu'il faut faire très attention dans ce domaine à ne pas mélanger les sources et quand on est dans un contexte particulier, rester dans ce contexte. Donc en gros, pour faire simple, si vous voulez, Martinez de Pasquali explique dans ce traité que, à l'origine, Dieu, la divinité, quel que soit le nom qu'on lui donne, a émané des êtres spirituels, donc pour sa propre gloire, et donc que ces êtres spirituels, ces entités spirituelles manifestaient toutes les qualités divines telles que Dieu pouvait l'entendre à l'origine, mais qu'à un moment donné, eh bien, certains de ces êtres spirituels qui avaient été émanés par Dieu ont voulu prendre entre guillemets leur indépendance. Voilà. Et donc, le fait que ces êtres aient voulu prendre leur indépendance et user eux-mêmes des facultés divines que Dieu leur avait données a entraîné une première chute. Voilà. Et d'où la création d'Adam. Adam, l'homme originel, si on peut dire, l'homme prototypal, etc., qui avait reçu pour mission de ramener donc ces êtres originels dans le droit chemin. Sauf que, pour faire simple, Adam lui-même a été pris dans le maelstrom de ce désir d'indépendance et Adam lui-même a chuté, d'où l'idée d'une deuxième chute. Voilà. Que l'on retrouve d'ailleurs chez Böhm et chez d'autres. Et donc, tout l'objectif, en fait, aujourd'hui, d'où la nécessité d'ailleurs, ensuite, de la création du monde matériel, où Adam va être emprisonné, et beaucoup de ces êtres spirituels emprisonnés, l'idée étant la suivante, étant que l'objectif final étant de ramener dans la divinité originelle, à sa source, l'ensemble de ces êtres spirituels, d'où l'idée de la réintégration finale. Donc l'idée de la réintégration chez Martinez, c'est quoi? C'est le retour à la source universelle, le retour à la source unique, qu'on l'appelle Dieu, le grand architecte, le cosmique, enfin quel que soit le nom que vous vouliez. Donc il y a cette idée de chute progressive, donc une idée de deux chutes dont je vous ai parlé rapidement, donc de la nécessité du monde matériel, de la création du monde matériel tel que le connaissons aujourd'hui, avec effectivement la création de certains êtres angéliques qui ont pour mission justement de maintenir en activité la création matérielle pour nous permettre un jour de revenir dans le sein originel de la divinité de Dieu, d'où cette idée de la réintégration. Alors il faut faire un distinguo important entre les termes réintégration tels que Martinez l'emploie et l'idée de réincarnation. C'est deux choses différentes, hein, d'accord? Ok. Voilà.
C'est deux concepts totalement différents. L'un n'empêche pas l'autre, hein, l'un n'empêche pas l'autre, hein. Mais voilà. Donc c'est cette idée. Alors Martinez de Pasquali, donc dans son traité, il y a des schémas avec plusieurs mondes, immensité divine, immensité céleste, immensité surcéleste, immensité terrestre. Dans ces schémas, pour ceux que ça intéresse, ils pourront aller voir hein, chez Martinez. Il y a également les différents mondes planétaires, de Saturne jusqu'à la Terre, avec les correspondances planétaires, mais qui n'ont pas, ce ne sont pas les mêmes correspondances. J'insiste, il ne faut pas faire faut pas comparer cette cosmogonie avec la cosmogonie kabbalistique, ou même, par exemple, ce n'est pas de l'astrosophie non plus. Hein, quand on étudie, par exemple, le cercle de Saturne, ou le cercle de Vénus, ou le cercle de Mars chez Martinez, ça n'a rien à voir avec de l'astrologie ésotérique ou de l'astrosophie. Hein. C'est deux choses complètement différentes. D'ailleurs, il faut dire que le texte de Pasquali est assez quand même difficile d'accès, très difficile à comprendre. Nous avons essayé, au sein de l'OMT, de présenter, disons, 4 ou 5 manuscrits de la façon la plus pédagogique et la plus claire possible. Bon, faut être honnête aussi, certains de nos membres, bon, ça les bloque un peu, il faut dire, c'est clair. Maintenant, heureusement, il n'y a pas que ça. Pour vous donner un ordre d'idée, sur de mémoire, il doit y avoir 75 manuscrits de base dans les 3 premiers degrés de l'OMT, 75. Sur ces 75 manuscrits, il y en a 4 essentiels sur le traité universel sur le traité de la réintégration de Martinez, et un sur le concept d'Adam, le corps glorieux d'Adam. Il y a un manuscrit là-dessus. Pourquoi? Parce que c'est un lien avec le traité de Martinez. Donc, vous voyez, il y a beaucoup d'autres sujets. Alors, certains de nos membres sont passionnés par ça. Hein. Moi, je connais des conférenciers qui font ça. On fait ça plutôt dans un cadre interne. Hein. Il n'y a pas de conférence publique sur le traité. Moi-même, j'ai jamais fait de conférence publique sur le traité de Martinez. Hein. C'est un peu difficile d'accès. Voilà, mais bon, disons qu'on essaye d'être pédagogique dans nos heptades et nos ateliers. On en parle, on en discute de ces manuscrits, on donne des schémas, des résumés. Et il y a des concepts qui sont intéressants. Hein, ce concept de la chute de l'homme, à quoi ça correspond, de la chute d'Adam, ce que Martinez appelle les esprits prévaricateurs. Hein, donc il y a tout un vocabulaire spécifique chez Martinez qui est à comprendre. Le concept d'Adam, le corps glorieux d'Adam, la chute d'Adam, le concept de Yeshua, grand architecte de l'univers, ce que Martinez appelle aussi Élie, H-E, accent aigu, L-Y. Qu'est-ce qu'il entend par Élie, le Christ cosmique? Voilà, ce sont des concepts qui sont quand même intéressants à connaître, à étudier, qui ont été transmis par Martinez, qui ont été étudiés et par Villermoz, bien sûr, et par Saint-Martin. Saint-Martin a retrouvé quand même, faut dire ce qui est, dans la deuxième partie de sa vie, quand Saint-Martin a découvert Jacob Böhm, hein, voilà, pourquoi ça l'a intéressé particulièrement? Parce qu'il a trouvé chez Böhm, même chose, Böhm est quand même difficile d'accès, mais même chose, Saint-Martin a trouvé chez Böhm des éléments fondamentaux dans sa propre mystique, qui allait aider sa propre mystique, sa propre recherche. Le concept de Sophia, par exemple, de sagesse éternelle, voilà, qui l'ont éclairé sur beaucoup d'aspects, qui, je pense, ont éclairé sa formation de Cohen avec Pasquali. Alors, c'est un euphémisme de dire que le traité de réintégration Ouais, voilà. ce texte est particulièrement imbuvable et je pense qu'il Abscon, voilà. il n'y a que les passionnés, les Ouais, ouais, chercheurs voilà, voilà. qui Voilà, peuvent s'attaquer à ce type de absolument. texte. Alors, en poursuivant la logique, c'est-à-dire après ce traité de réintégration qui, au-delà de son accès complexe, développe une thématique cosmogonique intéressante, Louis-Claude de Saint-Martin, quand il va prendre son propre chemin, il a découvert justement Jacob Böhm. Et il a intégré toute cette pensée de Böhm sur la doctrine de Martinez, en fait, d'une certaine façon. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu ces concepts centraux qu'on va retrouver chez Böhm et que Louis-Claude de Saint-Martin va mettre en avant?
Ah ben, Saint-Martin, disons, va essentiellement intégrer, lui, dans sa propre mystique, le concept de la Sophia. La Sophia, la sagesse éternelle, qui est un des concepts fondamentaux chez Böhm. Et alors, il y a d'autres concepts beaucoup plus difficiles à intégrer chez Böhm, les sept sources esprits, par exemple, mais c'est surtout ce concept de Sophia ou sagesse éternelle qui est très important chez Böhm, que Saint-Martin va totalement intégrer, et il va l'intégrer également dans sa propre mystique, dans ses techniques de prière, dans ce qu'il appelle aussi la chose, enfin ce que Martinez appelait la chose, qui est en vérité le Christ, hein, le Christ intérieur chez Martinez, que Saint-Martin va reprendre à son compte. Et donc l'idée est la suivante, en fait, c'est, comment dirais-je, il faut une sorte d'engrossement spirituel pour que l'être véritable arrive à la réalisation spirituelle, à la réalisation mystique dans le plein sens du terme. Et cette idée d'engrossement de l'âme, d'engrossement spirituel, a été, je crois, une des idées majeures que Saint-Martin a pu découvrir à la fois. Bien sûr, ça avait déjà été un peu transmis par Martinez, mais euh, ça a été une sorte de révélation avec Jacob Böhm. D'ailleurs, il s'est mis à apprendre l'allemand pour pouvoir traduire Böhm et donc intégrer ces concepts. Mais de la même manière, alors nous avons deux manuscrits, effectivement, il y a deux manuscrits dans le troisième degré, entre autres, hein, dans le troisième degré de l'OMT, qui sont consacrés à Jacob Böhm. On essaye d'expliquer de façon la plus simple possible, la plus claire possible, les concepts fondamentaux de Böhm, mais pareil, ce sont des concepts aussi extrêmement complexes, hein, qu'il est très difficile à manier, sachant que je crois même que l'idéal, ça serait de bien comprendre l'allemand pour véritablement approcher Böhm de la façon la plus précise possible. Oui, je comprends. Alors, ce qui est intéressant, en revanche, que ce soit Martinez, que ce soit le Claude Saint-Martin et même Jacob Böhm, on observe dans l'idée de sagesse éternelle ou sagesse divine, l'idée de réintégration, de chute progressive, on est complètement au cœur des pensées du gnosticisme antique, avec ces idées-là. Est-ce que Oui. du coup, l'ordre martiniste traditionnel, vous avez cette approche, cette recherche par rapport au système des gnoses antiques? Je pense aux Valentiniens, à la Pistis Sophia ou à des textes de cet ordre-là. Alors, on ne les étudie pas systématiquement, en tous les cas, dans la base des trois premiers degrés, non. Maintenant, il faut savoir que certains de nos membres qui s'intéressent plus spécifiquement à la philosophie, voire au gnosticisme, nous avons certains de nos membres qui, dans certaines conférences ou dans certains séminaires, la plupart internes, travaillent et développent ces concepts, en particulier chez les Valentiniens, la gnose originelle, etc. Donc, et il y a des manuscrits, donc dans le quatrième degré de l'ordre, ce qu'on appelle alors au niveau des heptades, c'est ce qu'on appelle des heptades et des ateliers, c'est ce qu'on appelle le cercle du philosophe inconnu. Mais au niveau des études à domicile, parce qu'on peut également, en même temps, c'est ce que je n'ai pas précisé tout à l'heure, vous pouvez tout aussi bien, même si vous êtes membre d'une heptade ou d'un atelier, vous pouvez en même temps recevoir les enseignements écrits chez vous. C'est tout à fait possible. Et ce qu'on appelle la section de l'oratoire. Bon. Et dans le quatrième degré de l'oratoire, il a de très nombreux manuscrits et dont certains sont très intéressants justement sur la gnose valentinienne, sur la Pistis Sophia, sur les mouvements gnostiques qui sont abordés et développés. Donc, certains de nos membres s'intéressent à ces sujets et effectivement, ça donne il y a des pistes de recherche, des pistes de convergence entre certains des aspects qui sont étudiés dans le martinisme et certains des aspects qui ont été développés chez les gnostiques. Oui, tout à fait. Oui, d'accord. Bon, ça me surprend pas du tout. Ça illustre bien vraiment l'idée d'un ordre initiatique qui transmet un enseignement, mais aussi qui est dans la recherche pour Oui, tenter d'offrir des outils à ses membres pour voilà, c'est-à-dire que les membres rédigent des planches, rédigent des conférences, des séminaires,
Et bien sûr, ça intéresse un public spécifique, hein, évidemment. Tout le monde n'est pas intéressé par le gnosticisme antique ou par la gnose valentinienne ou par la Pistis Sophia, mais il y a certains de nos membres qui se sont spécialisés dans ce domaine. Oui, ça c'est vrai. D'accord. Alors, c'est intéressant ce que vous venez de dire à l'instant. Vous avez parlé de planches. Alors évidemment, ça fait penser de la même façon à la franc-maçonnerie. Oui, Quand vous avez vos réunions, vous avez donc ce rituel, vous me dites une quinzaine de minutes à peu près, qui va se dérouler pour consacrer l'espace sacré, si j'emploie le oui, bon c'est terme. ça, c'est ça. Et ensuite, vous allez avoir un échange, peut-être autour d'un travail philosophique, historique, etc. Alors, oui, alors, la différence, c'est que dans les 3 premiers degrés, associés, initiés, supérieurs, inconnus, donc 6 ans d'études à la base, les enseignements, enfin les textes qui sont, il y a des textes qui sont envoyés à toutes nos heptades et nos ateliers, c'est-à-dire ils ont le même corpus intellectuel de base. C'est-à-dire ce n'est pas, pour être simple, ce n'est pas le membre de l'heptade de Paris, par exemple, qui le mois d'après va présenter sa planche personnelle sur laquelle on va discuter. Pas du tout. Il y a une progression dans les 3 degrés. Il y a une progression et c'est le même travail pour tout le monde. Maintenant, de temps à autre, soit dans les 3 premiers degrés, associés, initiés, SI, et spécifiquement dans le cercle des philosophes inconnus, effectivement, certains de nos membres rédigent des planches, un travail, hein, un exposé spécifique de 20-25 minutes, où là, ça va être sur un sujet donné qui l'intéresse particulièrement. Ben, ça peut être la gnose valentinienne, ça peut être le traité de Martinez, ça peut être la voie cardiaque, ça peut être la science des nombres, etc., etc. Et là, le membre, donc à la demande du maître de l'heptade ou de l'atelier, présente sa planche aux autres membres, et ensuite il y a une discussion, un échange. Voilà, c'est un travail personnel là, effectivement, qui est présenté. Voilà, donc les deux existent, les deux existent. Et même pour être encore plus précis, dans les 3 premiers degrés, donc associé, initié, SI, donc après le rituel d'ouverture, même s'il y a le manuscrit du jour, je sais pas moi, le manuscrit du jour, c'est sur la science des nombres chez Saint-Martin, ok, on peut réserver un petit créneau de 5 minutes d'une planche qui a été présentée, qui va être présentée par un membre sur le sujet qui a été développé la fois d'avant, mais une planche très courte là à ce moment-là, qui est présentée en intro avec une discussion très courte de 5 minutes, juste pour alimenter la discussion. Voilà. D'accord. Alors toujours sur le plan technique, un petit peu structurel, si je puis dire, vous avez précisé tout à l'heure que les loges ou ateliers ou heptades étaient mixtes, donc aussi bien les Oui. filles que les garçons. Est-ce que vous avez, un système un petit peu comme les officiers en franc-maçonnerie, c'est-à-dire des gens qui vont gérer, organiser le système rituel? Est-ce que c'est réservé aux supérieurs inconnus pour ces postes actifs ou est-ce que même des membres initiés ou même associés peuvent tenir ces offices pendant les rituels? Alors, pour être clair, alors en ce qui concerne la maîtrise, c'est-à-dire la maîtrise d'une heptade ou la maîtrise d'un atelier, Il y a une différence entre atelier et heptade? oui, alors la différence, c'est actuellement, pour vous donner un ordre d'idée, nous avons donc dans la juridiction francophone, hein, qui couvre, il y a à peu près 5000 membres, qui couvre donc France, Belgique, Suisse, Québec, les Antilles, l'Afrique francophone, Haïti, île Maurice, etc. Nous avons donc 115 groupes. Il y a, c'est à peu près moitié-moitié. Il y a 50 de mémoire, il y a 58 heptades et 57 ateliers. Alors, une heptade, il y a 7 officiers. Les officiers, donc il y a le maître de l'heptade, ok, et il y a des officiers qui ont le nom, par exemple, d'initié, d'orateur, de sentinelle, et il y a un archiviste. Bon, il y a 7 officiers, d'accord. Alors, et un atelier, donc un atelier, c'est un groupe un peu plus petit, parce que, alors, pour constituer une heptade, il faut au moins 30 membres, 30-35 membres, hein, d'accord. Les ateliers, donc, il y a 3 officiers de base, maître, orateur, sentinelle. Et donc, en ce qui concerne les ateliers, il faut pouvoir créer un atelier, il faut au moins une quinzaine de membres. Et donc, pour être maître d'atelier ou maître d'heptade, il est nécessaire d'être SI. Voilà. Parce qu'en fait, pourquoi? C'est très simple. Enfin, c'est très simple, je vous explique pourquoi.
Parce que en fait, c'est quand on devient SI, quand on devient supérieur inconnu, dans le cadre du martinisme, on rentre vraiment dans la filiation initiatique, c'est-à-dire on est investi dans la filiation et donc on a les, entre guillemets, les pouvoirs spirituels nécessaires pour transmettre l'initiation. Donc il est très important que le maître de l'heptade ou que le maître d'atelier soit un SI. Voilà pour le poste de maître. Maintenant, en ce qui concerne les autres postes, de préférence, quand on peut, on prend des SI. Pourquoi? Parce qu'ils ont un peu plus l'habitude, tout simplement. Normal. Parce que le temps d'arriver en SI, il faut déjà, vous avez déjà 4 ans d'études. Maintenant, quelqu'un qui a déjà qui n'est pas encore SI, qui serait par exemple dans le degré initié, et si on a besoin tout simplement d'un archiviste, c'est-à-dire d'un trésorier pour l'administration, etc., on peut le prendre chez les initiés. Voilà. Mais de préférence, on préfère avoir des officiers qui sont SI. Voilà, quand c'est possible. Voilà. D'accord, je vois le fonctionnement. Alors maintenant, une question pour qui s'adresse aux gens qui sont intéressés par le martinisme, soit pour un aspect historique, soit parce qu'ils sont dans une démarche, spirituelle personnelle. Qu'est-ce que vous pourriez dire aux gens, qui ne connaissent pas bien le martinisme et qui ont peur des groupes, des organisations, qui savent pas trop y mettre les pieds? Qu'est-ce que vous pourriez leur dire? Alors, déjà, de ne pas avoir peur parce que de toute façon, de toute façon, on c'est une école de liberté donc dans ce genre de mouvement ou de groupe, je pense que vous avez compris, il y a une grande liberté. C'est-à-dire que, bon, si on devient membre et si au bout de quelques semaines, quelques mois, bah, ça ne nous intéresse pas particulièrement, on quitte aussi facilement le mouvement qu'on a pu y rentrer. Donc voilà. Alors, il y a 2 éléments de base. Premier élément, si on n'a pas envie de se rendre dans un groupe, c'est-à-dire une heptade ou un atelier, il y a ce qu'on appelle la section oratoire. Donc, comme je l'expliquais, c'est l'enseignement à domicile, c'est-à-dire que tous les mois, vous recevez chez vous, alors soit par courrier postal, soit par Internet, hein, on vous donne les codes d'accès, vous recevez donc l'enseignement martiniste. Donc, c'est ce qu'on appelle le premier degré, qui dure 2 ans, deuxième degré, troisième degré, et ensuite quatrième degré. Donc, il y a des centaines de membres qui sont affiliés à la section oratoire. Et je répète, il n'est pas nécessaire d'être rosicrucien pour être membre de la section oratoire. Donc, n'importe quelle personne non rosicrucien ou appartenant, quelle que soit sa formation, sa culture, s'il s'intéresse à l'ésotérisme judéo-chrétien ou à certains des sujets que j'ai pu développer un peu tout à l'heure, eh bien, peut demander à être. Il suffit de remplir une demande d'affiliation et voilà, et le cheminement commence. Et on peut l'arrêter à n'importe quel moment. Et en plus de recevoir précision complémentaire, donc en plus de recevoir l'enseignement tous les mois, vous recevez un bulletin mensuel de liaison avec toujours un texte très intéressant. Plus, il y a une revue annuelle qui s'appelle la revue Pentacle, qui est destinée à tous nos membres et qui est aussi accessible aux non-martinistes. Voilà. Alors, maintenant, si on veut participer aux travaux d'un groupe, c'est-à-dire recevoir l'initiation et étudier dans un atelier ou une heptade, là, il faut être rosicrucien. Alors, il n'y a pas besoin d'avoir 10 ans de rosicrucianisme, pas du tout. Dès qu'on est rosicrucien, on peut demander à être affilié à une heptade ou un atelier. Donc là, pareil, il suffit de remplir une demande d'affiliation. Et dans le mois qui suit, vous êtes convoqué pour recevoir l'initiation au degré associé, donc premier degré. Et votre cheminement ensuite commence au sein de cette heptade ou de cet atelier où on vous demande une certaine régularité, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, pour pouvoir progresser dans le degré suivant. Et là, même chose, hein, si au bout d'un certain temps, le groupe, ça vous convient pas, si vous vous ennuyez, si les réunions, c'est trop tard pour vous, ou pas, ou si, il n'y a pas de problème, vous arrêtez quand vous en avez envie, il n'y a absolument aucun souci à ce niveau-là. Et alors, on a régulièrement, ce qui est intéressant aussi, je le précise, c'est que régulièrement, il y a des journées martinistes où des conférenciers interviennent, il y a des séminaires, donc vous êtes informés de tout ça. On organise également ce qu'on appelle des convents généraux.
Le dernier a eu lieu à Paris l'année dernière. On est 400 en général dans ce genre de choses, dans ce genre de réunions. Voilà, donc il y a plein d'activités liées au martinisme dans la juridiction francophone. On est D'accord. informé de tout ce qui se passe de toute façon à ce niveau-là. D'accord, je vois tout le fonctionnement. Hem, Dernière question pour terminer notre entretien. Hem, Quel est à votre avis l'avenir du martinisme? Je m'explique. Nous sommes dans un monde qui, à tort ou à raison, on n'est pas dans le jugement, hem, est un peu désacralisé. Les religions ont perdu en importance, ont perdu en poids, les gens s'en détournent. On a l'émergence de tout un tas de nouvelles spiritualités qu'on va appeler le New Age, pour le pire et pour le meilleur. Et les ordres initiatiques qui ont un petit peu d'histoire, à l'image du martinisme, du rosicrucianisme ou de la franc-maçonnerie, ou même la Kabbale, le soufisme, peu importe, ont parfois un côté un peu déconnecté des préoccupations du monde moderne, basé sur des traditions et des textes écrits à une autre époque. Quel est, à votre avis, l'avenir du martinisme? Est-ce qu'il touche les jeunes? Est-ce qu'il s'épanouit? Est-ce qu'il décline? Quelle est sa situation un petit peu? Écoutez, je suis pas aussi pessimiste que vous parce que bon, il se trouve que je me déplace beaucoup, je fais pas mal de conférences publiques, hein, pas simplement sur le martinisme, mais sur d'autres sujets touchant à l'ésotérisme. Et je me rends compte, surtout les dernières années, qu'il y a de plus en plus de jeunes. Quand j'entends des jeunes, des moins de 35 ans, qui sont là, présents dans les conférences, qui s'intéressent beaucoup. Donc c'est vrai que les religions, en particulier les religions monothéistes, ont peut-être moins de poids, mais il y a, je pense, un retour au sens du sacré qui existe chez les jeunes générations. Il y a un besoin viscéral chez certains. Donc, je pense que cette recherche n'est pas morte. De plus, attention, tous les textes, bon, bien sûr, on a parlé tout à l'heure, puisqu'on parlait du martinisme, je vous ai parlé du corpus. Effectivement, je dis, bah oui, il y a un corpus, le traité de la réintégration de Martinez, certains textes de Saint-Martin, de Villermoz, etc. Oui, d'accord, ça date du 18e. Mais il faut pas croire, hein, tous les textes qui sont rédigés dans les enseignements martinistes, c'est pas un langage du 18e ou du 19e, c'est un langage extrêmement moderne. Que tout le monde comprend. On n'a pas besoin d'avoir un doctorat en théologie ou en philosophie pour être martiniste. Hein. Non, on a un langage, voilà. Et bon, moi j'ai beaucoup d'amis rosicruciens ou martinistes. Je veux dire, on est des gens qui avons les pieds bien sur terre. Hein. Moi-même, même ayant une recherche mystique, je suis quelqu'un d'extrêmement concret, réaliste. Donc on n'a pas, si parfois on a peut-être un peu la tête dans les étoiles parce qu'on dit ouais on est idéaliste, ok, d'accord, on a des idéaux, mais on est des gens très réalistes. Donc je pense que non, il y a vraiment une recherche actuellement, le besoin d'un retour aux sources souvent. Alors vous allez dire, moi je n'ai pas de formation religieuse particulière, mais je me rends compte que certains des grands mythes judéo-chrétiens, certains textes fondamentaux, eh bien, reprennent à nouveau, ont une source d'intérêt chez les jeunes générations. Et je pense que ça, je suis optimiste à ce niveau-là, et je pense que nos mouvements dits traditionnels et initiatiques ont encore de l'avenir, et d'ailleurs, on serait pas là, hein, voilà. On reste discret, disons, voilà, on reste discret. Oui, mais la discrétion, est parfois une qualité et le nombre ne présage pas de la qualité. Donc parfois, il vaut mieux Absolument, voilà, de petits absolument. groupes, qui travaillent sérieusement que de grandes institutions qui pour citer, l'occultiste John Fortune, Ouais. les organisations qui passent plus de temps à, présenter leurs lettres patentes, leur, histoire, et leurs traditions, qui passent plus de temps à ça qu'à entretenir la flamme, sont des traditions mortes qui vénèrent des pierres tombales. Donc Bah, tout vous, à vous fait, avez l'air ouais. d'être une tradition, vivante qui sait s'adapter à son époque et c'est une bonne chose, je le pense à titre personnel. Parce que justement, pour rebondir sur ce que vous dites, je me rends compte dans les conférences, oui, ouais, évidemment, on dit on est un mouvement traditionnel et initiatique. Alors effectivement, on a une tradition. Alors que ce soit dans l'ordre de la Rose-Croix ou dans l'ordre Martinez traditionnel, on pourrait discourir longtemps de nos textes fondamentaux, de l'histoire, etc. Et moi, je me rends compte dans les conférences publiques, et moi-même, je m'intéresse beaucoup à l'histoire. Donc, vous me direz, mais pourquoi il dit ça? Mais je me rends compte justement que dans les conférences publiques, en fait, tout ce qui touche à l'histoire véritablement, les gens, ça les intéresse très peu. Ce qui compte,
C'est mais qu'est-ce que vous faites là, maintenant? Qu'est-ce que vous pouvez nous apporter là, tout de suite? C'est ça qui intéresse les gens. Voilà. Alors, Oui, et c'est là-dessus qu'on doit insister, absolument, oui, pour rester vivant, pour rester vraiment utile. c'est ça. C'est vraiment la distinction entre une tradition morte, qui est une muséification, et une Absolument. tradition vivante, qui est une tradition, mais qui sait également Ouais. s'adapter. Eh bien, écoutez, Philippe Deschamps, on arrive à la fin de cet entretien. Est-ce que vous auriez un mot de la fin, quelque chose à dire à nos auditeurs pour conclure cette émission? Oh, écoutez, un mot de la fin. J'espère que bon, on a été assez clair, assez concret pour définir ce qu'était le martinisme et dans quel cadre l'ordre martiniste traditionnel travaillait. Moi, je pense, il me vient une citation de Saint-Martin que j'aime bien et qui, je crois, correspond bien à la voie martiniste. Peut-être que vous la connaissez, cette citation, mais moi, je l'apprécie bien et elle correspond bien à la voie martiniste. Saint-Martin disait, de mémoire, j'ai désiré faire le bien, mais je n'ai pas désiré faire de bruit parce que j'ai senti que le bruit ne faisait pas de bien et que le bien ne faisait pas de bruit. Eh bien, je pense que ça correspond bien à la voie martiniste. Eh bien, ce sera, parfait comme citation pour conclure cette émission. Merci encore, monsieur Deschamps, pour votre temps, pour être venu, sur la chaîne pour nous expliquer cette tradition, et je vous dis à une prochaine fois, peut-être pour d'autres émissions, d'autres sujets à Pas de explorer. problème, pas de Merci problème. beaucoup, bonne soirée, Merci au revoir. beaucoup, merci, au revoir, merci.